Bon les gars, très mauvaise nouvelle. Ma voiture va sûrement pas passer le prochain contrôle technique et les réparations coûtent littéralement aussi cher que la voiture en elle-même. En même temps, la C3 première génération à 300 000 km, bon, c'est peut-être le moment de la changer, c'est vrai. Ça tombe bien, j'en ai vu une sympa à 10 000 euros qui m'a l'air honnêtement très cool. Pour l'acheter, j'ai deux options. Soit je la paye cash, parce que j'ai de l'argent disponible, je la prends de mon compte en banque, soit je fais un crédit à la consommation auprès d'une banque. Je mets volontairement de côté toutes les options d'achat qui existent parce que c'est pas le sujet. Le problème, c'est que j'ai pas 10 000 euros cash à mettre dans une voiture, du coup, je dois faire un crédit bancaire. Pour ça, je vais voir ma banque, on se met d'accord sur les conditions d'emprunt, sur le taux, etc. Je signe le contrat, je reçois l'argent sur mon compte, et super, en quelques semaines, voire quelques jours si ma banque est réactive, j'ai reçu mes 10 000 euros, à moi le gamos, et lycée chauffant. Masson, c'est un peu trop, je pense, avec 10 000 euros de budget. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient cet argent que j'ai reçu sur mon compte? D'où viennent ces 10 000 euros? Est-ce qu'il existait déjà avant que je le reçoive? Et surtout, qui l'a créé? Messieurs, dames, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investia. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur un sujet que je trouve central, qui est parfois très mal compris, c'est-à-dire comment l'argent qu'on utilise tous les jours est créé. Et vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre, mais assez surprenant, en fait. Cette question de la création monétaire, il y a des économistes qui travaillent dessus depuis des années et qui ont tous des avis divergents. Et c'est ça la première chose à savoir qui est aussi très intéressante, je trouve, c'est que on n'est pas exactement sûr de comment la monnaie est créée. Quand j'ai appris ça pour la première fois, ça m'a semblé un peu lunaire. Comment ça, on sait pas comment la monnaie est créée? Bah ouais, il y a plusieurs théories, il y a des avis divergents, mais on ne sait pas exactement comment la monnaie est créée. Et c'est que très récemment qu'on a eu des réponses un peu plus concrètes qui ont été apportées. Avant qu'on commence, je voulais vous remercier pour vos retours sur les premiers épisodes. Ça fait extrêmement plaisir de lancer un nouveau projet et de voir qu'il y a autant d'engouement, autant de gens qui apprécient écouter ce podcast. C'est très satisfaisant, vraiment. Donc n'hésitez pas à continuer de liker, de commenter si vous êtes sur YouTube. Mettez les petits 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes. Ça m'aide vraiment à développer tout ça. Et je vous rappelle que sur les plateformes de streaming, les Spotify, etc., vous pouvez mettre en x1,5, x2, x2,5 en fonction du rythme qui vous plaît. Je sais que moi, personnellement, j'aime bien écouter les podcasts en un petit peu plus élevé comme rythme, fois 1,25, fois 1,5, et ça peut être sympa si jamais vous en avez envie. Avant de voir si oui ou non nos 10 000 euros de prêt, c'est de l'argent magique tombé du ciel ou pas, on doit poser un petit peu de contexte. Déjà, il faut savoir que globalement, il existe deux types de monnaie. On a la monnaie sous forme de pièces, de billets, le cash, mais aussi on a la monnaie en version électronique, qu'on appelle la monnaie centrale. Cet argent, il est créé par les banques centrales, à savoir la Banque Centrale Européenne, pour la zone euro. Cette monnaie centrale, elle représente seulement 10% de la monnaie totale en circulation dans l'économie. Il y a 75% de ces 10% qui sont sous forme de pièces et de billets, et 25% en version électronique. Les pièces et les billets sont utilisés par les banques traditionnelles, comme la Société Générale, la BNP, etc., que l'on appelle aussi communément des banques de dépôt ou des banques commerciales. C'est la monnaie que vous recevez quand vous faites un retrait au distributeur. Par contre, pour la version électronique, on n'y a pas accès en tant que particulier. Elle est utilisée dans ce qu'on appelle le marché interbancaire. Donc en gros, seules les banques commerciales peuvent se l'échanger entre elles. On va revenir dessus un petit peu plus loin. Mais du coup, ok, ça c'était les 10%. Mais ça fait beaucoup quand même. C'est quoi les 90% de monnaie restant? Parce que pour l'instant, ok, on a 10% de la monnaie en circulation, et à l'intérieur de ces 10%, on a 25% auxquels on n'a même pas accès. Et bien en fait, le reste de la monnaie en circulation, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. C'est l'argent qu'on utilise tous les jours et qui est affiché sur notre compte bancaire. Vous pouvez l'utiliser pour payer par carte, par virement ou par chèque, et c'est cette monnaie qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les 1500 milliards d'euros qu'il y avait en circulation en France en fin 2023. Pour commencer, on va essayer de débunker une croyance que je trouve un petit peu trop commune. Non, ce n'est pas les banques centrales qui créent l'argent dans le monde. Ce n'est pas la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui crée l'argent de la zone euro. C'est pas non plus la Banque de France ou la banque d'un autre pays. Pour la BCE, la Banque Centrale Européenne, elle s'occupe seulement de la monnaie centrale qui sert aux échanges entre les banques, les échanges interbancaires. Son but, c'est juste de maintenir le ratio entre monnaie physique et monnaie électronique. Et pour les banques de France, elles s'occupent simplement de frapper les pièces et d'imprimer les billets après avoir reçu les ordres de la Banque centrale. C'est pas elles qui vont activer le fameux bouton de la planche à billets.
Si vous habitez en Auvergne, bravo, vous avez déjà des très beaux volcans, mais vous êtes aussi très proche de certaines papeteries, certaines imprimeries qui servent à fabriquer les billets qu'on retrouve dans les distributeurs, mais aussi de l'argent liquide dans d'autres devises comme certaines monnaies de pays d'Afrique. Si l'argent n'est pas créé par les banques centrales, est-ce que du coup, c'est pas les gouvernements qui donnent les directives et qui contrôlent tout ça? C'est une possibilité. Mais encore une fois, c'est pas ça. Si on s'intéresse d'un petit peu plus près au fonctionnement des banques centrales, c'est assez simple de s'apercevoir qu'en fait, la majorité d'entre elles sont plus ou moins indépendantes et sont plus ou moins dirigées par des membres non élus qui prennent leurs propres décisions. Globalement, c'est un secteur très privé. La Banque centrale du Japon ou des États-Unis sont relativement libres, mais par contre, elles doivent rendre des comptes au gouvernement. Ok. Par contre, en Europe, la Banque de France, elle doit rendre des comptes à la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, elle doit rendre des comptes à strictement personne. C'est la banque centrale la plus indépendante du monde. Donc, les gouvernements n'ont aucun pouvoir sur la création de la monnaie. Ce qui est plus ou moins logique, enfin c'est discutable, mais on pourrait se dire que si les gouvernements avaient le contrôle sur le pouvoir de la monnaie, bah je suis un gouvernement, j'ai des milliards de dettes, bah j'imprime des milliards d'argent et je rembourse mes dettes. Ce qui serait pas spécialement viable, même si on a vu que cette théorie n'était pas spécialement vraie. Bref, ça pourrait être un autre podcast. Une autre croyance qui est aussi répandue, que j'ai vue plusieurs fois quand j'ai fait mes recherches, c'est le fait que la monnaie, elle est créée grâce au dépôt des clients dans la banque. C'est ce qu'on appelle la théorie des intermédiaires. Donc vous avez des fonds qui sont épargnés sur un livret A, par exemple, l'argent de mamie qui a économisé jusqu'à vos 18 ans. Et bien cette épargne, elle est utilisable par des intermédiaires financiers comme des banques commerciales et des fonds d'investissement pour venir octroyer des crédits. D'accord? Si je dépose 1000 euros sur un compte en banque, la banque me promet qu'elle va me rendre les 1000 euros, par contre elle ne me promet pas que ces 1000 euros, ils vont dormir sur un compte. Elle va les utiliser pour les prêter, pour générer des taux d'intérêt, etc. Pour ce qui est des banques, elles ont un accès direct à l'épargne que leurs clients n'utilisent pas, et elles en font globalement un petit peu ce qu'elles veulent, même si c'est régulé. Par contre, les fonds d'investissement, ils doivent avoir une autorisation pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, les particuliers, les entreprises, les États, elles peuvent globalement faire des demandes pour financer des projets via le prêt bancaire. Dans ce cas-là, les banques, ce seraient des intermédiaires qui peuvent prêter de l'argent uniquement si de l'autre côté, il y a des clients qui ont fait des dépôts. C'est ce qu'on appelle une coïncidence des besoins. Il y a quelqu'un qui a 1000 euros à déposer et quelqu'un qui a 1000 euros à emprunter, on peut les faire converger, on peut les faire coïncider. Je sais pas si ça se dit coïncider. Je pense. Ok, ça se tient, l'argent est là, donc pourquoi pas l'utiliser dans l'économie réelle. Sauf que cette théorie, elle est un peu simpliste. En fait, l'un des problèmes de la science économique, c'est que c'est un sac de nœuds tellement complexe qu'il faut forcément simplifier certains aspects. Et cette vision, elle est tellement simplifiée que tout est censé être un peu parfait tout le temps. La théorie des intermédiaires, par exemple, elle n'explique pas les crises économiques qu'on a eues avec celle de 2008, c'est les subprimes. En théorie, tout marche très bien la majorité du temps, mais il arrive que en finance ou en économie, il y ait un bug assez inexplicable qui provoque ces fameuses crises. Et ça, c'est déjà un petit peu bancal. Ensuite, problème encore plus important, on ne sait toujours pas d'où il vient cet argent avant d'être déposé par les clients. Ok, on peut dire que du coup, mon prêt de 10 000 euros, c'est quelqu'un qui a déposé 10 000 euros. Mais ils viennent d'où, à la base, les 10 000 euros de cette personne? La théorie des intermédiaires, elle permet pas de montrer ça. Une théorie qui se rapproche un petit peu de ça, c'est une théorie qui a été soutenue dans les années 1970 par plusieurs économistes, qui consistait à dire que, en fait, la banque centrale fixe ce qu'on appelle un taux de réserve obligatoire. Ce taux de réserve obligatoire, il va correspondre à une quantité de monnaie que vont devoir garder en réserve les banques commerciales. Cette quantité de monnaie, elle provient comme avant des dépôts des clients. C'est ce qu'on appelle la théorie des réserves fractionnaires. Donc ici, une banque centrale doit pouvoir contrôler parfaitement la quantité de monnaie disponible dans l'économie. Elle peut faire ça grâce à sa fameuse planche à billets. Sauf que, dans cette théorie, les banques commerciales, elles peuvent aussi avoir leur planche à billets personnelle. Par contre, la banque centrale les contrôlerait toutes assez indirectement. Je vous fais un exemple parce que je sais que c'est assez abstrait. Imaginez un système économique où on a une réserve obligatoire qui est de 10%. D'accord? On va comprendre ce que c'est la réserve obligatoire. Gardez en tête 10%. Vous déposez 100 euros sur votre compte. La banque, elle a une réserve obligatoire de 10%. Donc ça veut dire qu'elle doit garder 10% de ce que vous avez déposé dans une sorte de coffre qu'elle ne pourra pas prêter. Elle ne pourra rien en faire, elle devra le garder en réserve. La réserve obligatoire de 10%. Donc sur vos 100 euros, elle garde 10 euros qu'elle ne peut pas prêter. Par contre, derrière, il reste 90 euros. Et ça, ok, elle a les 10 euros qui sont coffrés, elle peut venir les prêter et donc les placer, les déplacer dans l'économie.
Donc ces 90 euros, elle est prête à quelqu'un qui veut faire un crédit à la consommation. Et donc on a 90 euros qui sont affichés sur le compte d'une autre banque. Même principe. Cette autre banque, elle doit garder 10% de réserve, c'est la règle. Sauf que cette fois, c'est 10% de 90 euros. Ça fait 9 euros. Donc il lui reste 81 euros qu'elle peut prêter. Et ainsi de suite. Elle prête les 81, ça s'affiche sur un compte, on doit garder 10%, on peut prêter le reste. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah si on fait ça, après plusieurs échanges comme ça dans l'économie, on peut additionner tous les dépôts. Avec les 100 euros, les 90 euros, les 81 euros, etc., on arrive à un total de 1000 euros. C'est un peu contre-intuitif parce qu'à la base, on a dit qu'il y avait seulement 100 euros qui étaient injectés dans notre système. Moi, j'ai juste déposé 100 euros. Sauf que, en déposant mes 100 euros, j'ai créé 1000 euros. Donc, il y a forcément une création monétaire à un moment donné. Cette théorie, elle nous permet d'introduire l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que la création monétaire, elle est initiée uniquement par les banques commerciales. Ici, ces banques commerciales, elles ont créé 900 euros au total, les 1000 euros moins mes 100 euros, parce que mes 100 euros existaient déjà, mais 900 euros ont été créés, et elles ont bien respecté leur taux de réserve obligatoire. Donc la théorie se dirait que c'est les banques commerciales qui ont créé l'argent, mais c'est la banque centrale qui contrôle tout, puisque c'est elle qui décide du pourcentage de réserve obligatoire. Parce qu'en fait, si on passe le taux de 10% à 1%, les banques, cette fois, elles peuvent créer 9 900 euros de valeur avec nos 100 euros de départ. Parce que cette fois, quand je dépose 100 euros, les banques, elles doivent garder seulement 1 euro et elles peuvent prêter 99. Et vous voyez un peu que c'est assez exponentiel dans l'idée. C'est qu'ensuite, elles peuvent prêter 99 et elles doivent garder 98 et quelques, etc. Mais attention, ce système, il fonctionne que dans cette théorie, il y a encore des limites. On pourrait croire que la création de la monnaie, du coup, elle provient directement des dépôts des clients, comme pour la théorie des intermédiaires. Ça vient de mes 100 euros de base. Sauf que cette fois, on a un taux de réserve obligatoire qui permet de garder un contrôle sur la quantité de monnaie en circulation et de répondre aux demandes de retrait des clients. Sauf que si personne vient déposer de l'argent, les banques, elles peuvent pas prêter. Et du coup, on a vu dans notre théorie que s'il n'y a pas de prêt, si moi je viens pas donner mon billet de 100 euros, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Donc on est bloqué. C'est pas possible que tout soit basé sur les dépôts des clients sur le compte en banque. Je fais une petite parenthèse, comme ça vous permet aussi de souffler sur les théories. Je sais que le mécanisme de création monétaire, il est assez contre-intuitif. Ce que je peux vous recommander, et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est si vous avez le temps d'écouter ça 2 fois, et aussi de vous le noter sur un petit papier en même temps que je parle. Genre de vous faire des petits schémas. Et vraiment, sincèrement, vous allez comprendre que en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste à percevoir, ça peut être un peu délicat au premier abord. On continue. Donc on est bloqué. On a dit qu'on pouvait pas spécialement baser la création monétaire sur uniquement le fait que je viens de déposer mes 100 euros à la banque. Mais, en plus de ça, le taux de réserve obligatoire, si on part de ce principe, ça devrait être l'outil principal de régulation de la quantité de monnaie en circulation. Parce que si ce taux, il est de 1%, ça veut dire que les banques commerciales, elles doivent créer 100 fois plus de monnaie fiduciaire que de monnaie centrale qu'elles ont reçue. Vous voyez ce que je veux dire? Et 100 euros, on a le taux de 1%, les banques commerciales, elles peuvent créer 100 fois plus que mes 100 euros, donc 18 000 euros, comme on l'a vu avec l'exemple. Donc dans cette théorie, les taux de réserve obligatoires sont extrêmement importants, sont genre au centre de tout. Le truc, c'est qu'en 2019, les banques commerciales, elles pouvaient créer 100 fois plus de monnaie fiduciaire parce que le taux, il était de 1%, mais dans les faits, elles en ont même pas créé 5 fois plus dans la zone euro. Donc en gros, il y a eu mes 100 euros qui ont été déposés, il n'y a pas plus de 500 euros qui ont été créés sur la base de mes 100 euros. En fait, ce taux de réserve obligatoire, c'est simplement une limite qu'on n'a pas le droit de dépasser. Les banques commerciales, elles sont plus libres qu'on pourrait le penser. Ce qui nous prouve qu'en fait, la banque centrale, elle ne contrôle pas vraiment la quantité de monnaie en circulation. C'est pas, elle modifie de 1% à 10% et en claquant des doigts, il y a 10 fois moins de monnaie qui est créée. C'est pas comme ça. La banque centrale, elle fixe seulement la quantité maximum de monnaie qu'on peut créer en théorie. Et le en théorie est très important. C'est pas qu'on doit créer, c'est le plafond maximum possible. Un autre élément qui vient à l'encontre de notre théorie, qui s'appelle la théorie des réserves fractionnaires, donc on doit garder une fraction de ce qu'on a en réserve avec le fameux taux, c'est qu'au Canada, par exemple, la Banque centrale, elle ne fixe tout simplement pas de taux de réserve obligatoire.
Donc en gros, les banques centrales, elles peuvent créer autant d'argent qu'elles le veulent. Dans ces pays, comme le Royaume-Uni, l'Australie, la Suède, qui n'ont pas vraiment de taux de réserve obligatoire, les banques centrales, elles utilisent d'autres moyens pour venir réguler la quantité de monnaie qui est créée, comme le fait par exemple de jouer sur les taux d'intérêt, les taux d'emprunt, on y reviendra. Bon, même si cette théorie, elle colle pas vraiment avec la réalité, on a quand même de plus en plus d'éléments qui vont nous permettre de tout bien comprendre. Et en plus, ça permet aussi de mettre en avant et de comprendre des notions, comme la notion de réserve fractionnaire, la notion de taux de réserve, qui nous permet de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la création monétaire, elle provient des banques commerciales, ou des banques de dépôt, BNP, Société Générale, etc., grâce à ce mécanisme de prêt. Ok ? Mais avant d'aller plus loin, on doit quand même rétablir une vérité que pas énormément de gens connaissent. L'argent qui apparaît sur votre compte en banque n'est pas réel. Il n'est pas en train d'attendre sagement dans des coffres que vous l'utilisiez. Il correspond simplement à une promesse de mise à disposition de la monnaie. On reprend les 100 € tout à l'heure, que j'ai déposés sur mon compte. En fait, je ne les ai pas déposés sur mon compte. Il n'y a pas un coffre numérique dans les ordis de la banque où il y a mes 100 € qui attendent tranquille. En fait, je les ai prêtés à la banque. Je les ai rajoutés dans la grosse corbeille d'argent de la banque. C'est pas genre plein de petits tiroirs, c'est un énorme placard d'argent quand je dépose. Et le truc, c'est que si cette banque, elle peut pas me rembourser, quand je le demande, quand j'arrive au distributeur et que je dis rends-moi mes 100 €, parce qu'elle n'a pas les fonds nécessaires, par exemple, on dit qu'elle fait faillite. Sauf que ce qui apparaît sur mon compte, c'est pas mes 100 € du coup. C'est simplement une promesse que fait la banque de rembourser le montant que je lui ai confié. C'est pour ça que, dans notre exemple précédent, on arrive à un montant de 1000 € de dépôt, alors que le montant de base, il était de 100 €. Parce que, si on réfléchit, on enlève le principe de banque. Si on a 1000 € et qu'on a 10 personnes, par exemple, et que ces 10 personnes mettaient 100 € dans un tiroir, on pourrait juste ouvrir le tiroir, voir qu'il y a 100 € et ouvrir tous les 10 tiroirs comme ça et voir qu'il y a 100 €. Sauf que si on prend le truc à l'inverse et qu'on prend simplement moi qui ai mon billet de 100 €, on a vu que je dépose à la banque qui peut faire des prêts. Et on a vu qu'au final, on pouvait se retrouver avec plein d'acteurs qui, au total, sur leur compte cumulé, tous les acteurs avaient 1000 € sur la base de mes 100 €. Le truc, c'est que si on ouvrait les tiroirs numériques, ben on pourrait pas retrouver un billet de 100, un billet de 100, un billet de 100 jusqu'à ce que ça fasse 1000 parce qu'il n'y a que mon billet de 100 au départ. Et donc ça montre qu'en fait, l'argent qui est affiché, c'est-à-dire les 1000 € cumulés, n'est pas réel, n'est pas concret. C'est une promesse de mise à disposition. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment une notion extrêmement importante. Prenez le temps de cerner la différence entre les 100 € que je mets de base, qui sont genre du cash, un billet, c'est un vrai argent, et la promesse de mise à disposition. On continue. Les 100 € qu'on a mis, c'est du coup la monnaie centrale qui a été créée par la banque centrale. On part toujours de les 100 € initiaux, d'accord ? Les 100 € que j'ai en main, la banque centrale l'imprime, ce billet, et d'une quelconque manière, la manière dont c'est fait, c'est pas important, me le donne. Et après, on part de cette unité de base qui sont mes 100 €. Ça, c'est une monnaie qui a été créée par la banque centrale, d'accord ? On a tout le mécanisme de prêt comme on l'a vu, et à la fin, on arrive à 1000 € de dépôt, qui correspondent du coup à une promesse de mise à disposition de l'argent si les clients le demandaient. 1000 € de promesse pour 100 € de monnaie centrale. Pourquoi 1000 € pour 100 €? Parce qu'on a eu le fameux taux de réserve obligatoire des banques de 10%. Les banques commerciales, elles ont littéralement multiplié la monnaie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peu importe que l'argent soit réel ou pas, s'il y a l'un des membres de ces fameux 1000 € qui vient pour retirer son argent, il va au distributeur et normalement, la banque lui donne. Donc l'argent devient réel. Donc l'argent a littéralement été créé à partir de rien par ces fameuses banques commerciales. Maintenant qu'on sait tout ça, la théorie paraît vraie, plausible, etc., mais elle n'est pas exacte complète. Elle n'est pas complètement exacte. Pour ça, on doit passer à la troisième théorie de la création monétaire qui va vraiment assembler un peu tous les aspects du puzzle, vous allez voir, qui est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo. Nihilo, N-I-H-I-L-O. Avec les théories qu'on a vues, on peut globalement dire du coup que les dépôts font les crédits. Les dépôts font les crédits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dépose mes 100 €, mes 100 € servent à créer des crédits pour les gens.
D'accord? On enlève 10%, réserve fractionnaire, on a 90 € qu'on peut prêter, qu'on peut donner en crédit. Donc mon dépôt fait un crédit. Les dépôts font les crédits. Et bien cette fois-ci, avec notre théorie, notre troisième théorie, c'est totalement l'inverse. La création monétaire ex nihilo, elle considère que les banques centrales n'ont aucun contrôle sur la création de la monnaie. Aucun contrôle, mis à part le moyen de frapper les pièces et d'imprimer les billets. Ici, chaque banque commerciale posséderait sa propre planche à billets électronique, mais la banque centrale ne les contrôle pas, ces planches à billets. Imaginez qu'on est tous là, on est dans une économie à l'arrêt, il n'y a pas trop d'argent, ça circule pas, c'est pas top. Même si on n'a pas d'argent et que rien ne se passe, il faut quand même qu'on mange. Pour ça, on a Didier. Didier, il a un tracteur qui pourrait lui servir à cultiver des aliments essentiels pour se nourrir, comme du blé, par exemple. Sauf que depuis quelques jours, le tracteur de Didier, il marche plus. Et comme Didier, il n'a pas d'argent non plus, il peut pas le faire réparer. Je vous l'ai dit, on est dans une économie à l'arrêt où globalement il se passe rien, on se fait un peu chier. Personne n'a d'argent, c'est sûr, mais quelqu'un peut remédier à ça. Un individu qui est là depuis le début et qui attend patiemment qu'on le sollicite. Que Didier vienne vers lui en lui disant bon, j'ai pas d'argent, mais pour vivre, je dois bien réparer mon tracteur, et donc ça me coûte de l'argent. Cet individu, c'est le banquier. Le banquier, il va arriver vers Didier, il va lui dire pas de souci Didier, je sais que t'es quelqu'un qui paye ses dettes, je sais que tout se passe bien, je te fais un prêt pour tes réparations de tracteur. Sauf qu'il n'y a pas d'argent dans l'économie, je vous l'ai dit. Donc comment il fait le banquier? Il crée l'argent. Il crée l'argent. À partir de quoi? À partir de rien. Ex nihilo. Comme on a dit que plus de 90% de la monnaie était virtuelle. Le banquier, il a juste à rentrer une ligne de code dans son ordinateur pour créditer le compte de Didier d'un montant de 1000 €, par exemple. Didier, il doit donc 1000 € à la banque, et la banque lui fait la promesse de bien lui donner cet argent s'il le retire à un distributeur. Donc s'il retire, l'argent est réel, il est dans sa main, c'est du vrai argent, c'est pas des faux billets. Ensuite, ces 1000 €, ils vont circuler dans notre économie, jusqu'à revenir sur le compte de Didier, puisque tout le monde achète à manger à Didier. Donc en gros, Didier, il va chez le réparateur de tracteur. Le réparateur, il lui donne ses 1000 €, il lui répare son tracteur, pas de souci. Donc les 1000 € maintenant ils sont dans la poche de qui? Du réparateur. Sauf que le réparateur il doit bien manger. Et pour manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Didier. Il va lui dire Didier, j'aimerais bien que tu m'achètes, j'aimerais bien t'acheter 20 kilos de blé. Je sais pas combien ça coûte 20 kilos de blé, mais j'aimerais bien t'acheter pour 1000 € de nourriture. Donc il va lui donner les 1000 €. Et Didier va récupérer les 1000 € qui étaient à la base les siens. Sauf que maintenant, il faut qu'il rembourse son prêt à la banque. Donc il rend les 1000 € à la banque. Et donc c'est quand même intéressant parce que le banquier a créé 1000 € à partir de rien. Ces 1000 € ont été dans la poche de Didier, ont servi à réparer le tracteur, ont servi à acheter la nourriture du garagiste et sont revenus dans la poche de Didier. Et c'est les mêmes 1000 €. Maintenant, Didier, il a un prêt à la banque, il doit les rendre, ces 1000 €. Donc il les a récupérés parce que le garagiste lui a acheté de la nourriture, donc il a ses 1000 €, il les rend à la banque. Par contre, il n'a pas assez d'argent pour payer les frais d'intérêt. Toujours des intérêts dans la banque. C'est pas l'abbé Pierre. Donc on se retrouve dans une économie à l'arrêt et sans argent, dans laquelle Didier doit de l'argent à sa banque. Sauf que le banquier, il est toujours là. Et il va arriver vers Didier et lui apporter une solution très simple. On va créer encore de l'argent. Donc il propose un prêt à Didier à hauteur du montant de ses intérêts pour qu'il puisse rembourser. En gros, il arrive vers Didier et lui dit « Bon, tu me dois 500 € d'intérêt ?» 500 € c'est beaucoup, hein. Mais on va prendre 500 €. Sauf que, tu peux pas. Allez, vas-y, je te fais un crédit de 500 €. Comme ça, tu peux me rembourser. Et ainsi de suite. Et donc, si on résume, la banque de dépôt, elle peut littéralement créer de l'argent à partir de rien grâce à sa planche à billets électronique, qu'on peut aussi appeler la planche à promesses. Et pour qu'il y ait toujours de l'argent dans l'économie, les agents économiques sont obligés de contracter des emprunts. La masse monétaire augmente parce que les banques créent de l'argent par le biais de prêts aux entreprises et aux particuliers, et donc l'argent sur notre compte à banque, il vient forcément d'un prêt.
Et l'affirmation qui dit donc que les dépôts font les crédits est totalement fausse. En réalité, c'est les crédits qui font les dépôts. Là, normalement, c'est le moment où... Wow, quoi? À la base, on a dit les dépôts font les crédits. Donc mes 100 euros, je les dépose à la banque, ça sert à faire des crédits. Maintenant, on a vu qu'en fait, Didier, il a besoin d'argent. Il va faire un crédit. L'argent va venir de nulle part, mais va arriver sur son compte. Il a eu un crédit. Et grâce à ce crédit, il va pouvoir payer des gens qui vont pouvoir déposer l'argent à la banque. Ok? Donc on parlait de mes 100 euros là, mon billet de 100 euros. Mon billet de 100 euros, il vient simplement de quelqu'un qui a fait un crédit à partir de rien chez un banquier, qui a retiré les 100 euros et qui me les a donnés. Donc on peut dire que les crédits font les dépôts. Les banques doivent d'abord prêter de l'argent pour qu'on le dépose sur notre compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en tant que personne lambda. Si on prend le virement de notre salaire, par exemple, il vient de notre employeur, il vient pas d'un prêt. Sauf que pour nous payer, l'employeur, il a forcément fait un prêt. Et si c'est pas lui qui l'a fait, ce prêt, il a été contracté par la société qui a payé notre employeur pour le service qu'il propose. Et si c'est pas la société qui l'a payé, c'est un sous-traitant. Vous voyez où je veux en venir? C'est que l'argent se déplace entre les agents économiques qui font des échanges, mais il provient obligatoirement d'un prêt à la base. C'est comme ça que la monnaie est créée. C'est un prêt à partir de, globalement, rien. C'est t'as besoin de 1000 euros, ok, je te fais un prêt de 1000 euros. Et quand un individu rembourse son prêt, cet argent, il disparaît. Si j'ai un prêt de 10 000 euros, je suis à plus 10 000 sur mon compte. La banque, elle est à moins 10 000. Quand je rembourse mon prêt, le compte de la banque, il passe à 0. Et mon compte, il passe à 0. Donc j'ai détruit de la masse monétaire. Parce que l'argent, il n'est plus là. J'avais 10 000 euros, je l'ai renvoyé à la banque, mais il n'existe plus du coup. Dans notre système actuel, la dette, c'est un élément essentiel au centre du fonctionnement. Sans dette, il n'y a pas d'argent. Et sans argent, il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça, par exemple, que, je fais une petite parenthèse, mais la discussion autour des taux d'intérêt, quand on dit que les taux d'emprunt, etc., peuvent être modifiés, vous voyez que ça prend de la place dans l'économie. On se dit, putain, pourquoi un taux d'intérêt entre 4,5 et 4,25%, ça a autant d'impact sur l'économie? Parce que tout part d'un prêt. Et donc, si on facilite les prêts, il y a beaucoup plus de monnaie. Par contre, si on rend plus difficile les prêts, c'est-à-dire qu'il faut payer plus de taux d'intérêt, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc maintenant qu'on sait ça, on a fait globalement beaucoup de chemin, il faudrait quand même qu'on réponde à 2-3 questions. Est-ce que les banques commerciales, elles peuvent créer autant d'argent qu'elles le veulent? Est-ce que si je dis à la banque j'ai besoin d'1 million, elle va me dire ok, pas de souci, je te crée 1 million partant de zéro, tiens, le voilà. Et du coup, à quoi elles servent, les banques centrales, dans tout ça? Et bien pour ça, on va reprendre les 100 euros. Quand je dépose les 100 euros sur mon compte, je le prête à l'établissement bancaire, à la banque, ok. En contrepartie, la banque, elle me fait la promesse de me rembourser s'il y a besoin. Ok, jusque-là, facile. Par contre, le seul moyen d'être remboursé, c'est de retirer mes 100 euros. Comment je demande à la banque de me rembourser? Parce que l'argent il est sur mon compte. Donc concrètement, il faut juste que j'aille au distributeur, que je retire mon billet. Sauf que clairement, personne ne se dit jamais un bon matin, tiens, aujourd'hui, il faudrait que la banque elle supprime la promesse qu'elle a envers moi. Et souvent, du coup, les montants disponibles sur notre compte, ils sont pas ronds. On n'a jamais 3000 euros pile sur notre rond. C'est difficile d'aller au distributeur de retirer 383,72 euros juste pour annuler une promesse. Personne ne fait ça. Et de toute façon, la majorité d'entre nous paye par 4, et en plus, les banques limitent les retraits cash. Si j'ai 10 000 euros sur mon compte, je peux pas retirer 10 000 euros en cash d'un coup. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle devrait rendre honneur directement à sa promesse, et ça, elle n'a pas envie. Donc imaginons qu'avec ces 100 euros, je veux acheter des chaussures. Je vais payer par carte au magasin. Cet argent, il vient forcément d'un prêt. Comme on l'a vu, tout argent, n'importe lequel, vient d'un prêt. Le procédé de paiement, il est assez simple. Ma banque, elle transmet la promesse de 100 euros qui est sur mon compte vers celui du magasin de chaussures que j'ai acheté. Enfin, les chaussures que j'ai achetées au magasin. Je n'ai pas acheté le magasin. Mon compte, il passe donc automatiquement à 0, parce que j'avais que 100 euros sur mon compte, et celui du magasin, il passe à 100. Ce montant, même s'il est passé de mon compte à celui du magasin, c'est toujours une promesse de la banque. C'est toujours pareil. Sauf que maintenant, c'est une promesse qui n'est plus envers moi, mais envers le magasin. Donc comme dans la réalité, on est sur des transferts de promesses et des modifications de lignes de code que fait la banque, elle n'est pas obligée de posséder 100 euros dans ses coffres.
Il lui suffit juste de déplacer les promesses d'un compte à un autre. Ce système, il fonctionne très bien si le vendeur de chaussures, il possède un compte chez la même banque que moi. On est tous les deux chez Société Générale, la Société Générale, elle s'en fout, elle a juste à transférer la promesse qu'elle doit envers moi et la promesse qu'elle doit envers le magasin, ça lui change rien, elle a 100 € de promesse dans tous les cas. Mais comment ça se passe si on n'est pas dans la même banque avec le magasin? Est-ce que ma banque, elle va transférer ma promesse sur le compte du vendeur en plus d'en créer une pour la nouvelle banque? Ah, c'est bizarre. Parce que imaginez que la banque doit 100 € à quelqu'un et qu'il le dépense sur le compte de notre banque, elle va pas transférer la promesse parce que ça voudrait dire que l'autre banque, elle se tape une promesse dans 100 € qui sort nulle part, qui sort de nulle part. Et c'est ici que la banque centrale rentre en jeu avec sa monnaie sur le marché interbancaire. Et je parle bien de, vous vous en souvenez, la monnaie centrale électronique, celle à laquelle on n'a pas accès. Chaque banque commerciale dispose d'un compte bancaire personnel à la banque centrale. La BNP, la Société Générale, le CIC, ils ont tous un petit compte perso à la banque centrale. En fait, la banque du vendeur de chaussures, qui reçoit mes 100 €, elle s'en fout de cet argent. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'argent qui est certifié banque centrale. Pas simplement une promesse de ma banque qui n'a pas de valeur à ses yeux. Du coup, ma banque, qu'est-ce qu'elle va faire une fois que j'achète les chaussures et que je paye 100 €? Elle va mettre en place un virement de son propre compte qu'elle a à la banque centrale vers la banque centrale directement. Puis de la banque centrale vers le compte à la banque centrale de la banque du vendeur. C'était compliqué. On l'a refait. Regardez mes 100 € là. Ok. La banque me doit 100 €. Je suis chez BNP, le magasin de chaussures il est chez Crédit Agricole. Je paye 100 €. Donc la promesse de la banque, de ma banque, qui dit je vais te rembourser 100 €, elle n'existe plus parce que j'ai payé, donc j'ai plus les sous. Ma banque, la BNP, elle va faire un virement du compte qu'elle a à la banque centrale vers la banque centrale, elle va donner 100 € à la banque centrale européenne, et la banque centrale européenne va prendre ces 100 € et le donner au Crédit Agricole, à la banque de mon vendeur. Et comme ça, la banque de mon vendeur, elle ne reçoit pas une vieille promesse, elle reçoit de l'argent de la banque centrale, parce que l'argent, il est passé par la banque centrale. C'est une sorte d'intermédiaire. Et donc ce virement, il se fait en argent central. Et si vous vous souvenez bien, ça correspond aux 10% de monnaie centrale qu'on a dans l'économie. Une fois que tout ce processus il est terminé, le vendeur il aura bien reçu mes 100 €, toujours sous la forme de promesse de sa banque. Mais avec tout le processus qu'on vient de mettre en place. Et c'est pour ça que quand vous faites un virement à quelqu'un qui n'est pas dans la même banque que vous, ça prend plus de temps. Il faut que les banques, elles fassent leur échange aux monnaies centrales pour garder un équilibre. Bon, on commence à avoir une jolie base normalement si vous n'êtes pas trop mal débrouillé pour comprendre la globalité. Encore une fois, faites un petit schéma, vous allez voir que c'est pas si dur, mais c'est un peu complexe, on va dire. C'est pas difficile, mais c'est complexe. On a un dernier problème. On a dit que parmi toute la monnaie en circulation, il y avait juste 10% qui était de la monnaie centrale. Donc théoriquement, ma banque, elle peut envoyer seulement 10 € de monnaie centrale à la banque du vendeur. Comment elle fait pour envoyer les 100 €? À l'échelle de l'économie, les banques, elles se préoccupent pas vraiment de l'échange d'argent entre les individus qui ont un compte à l'intérieur de la même banque. Elles font un transfert de promesses et c'est réglé. Ce qu'elles vont regarder, c'est seulement le montant de monnaie centrale qu'elles ont à échanger. Si on a par exemple 10 personnes qui commercent entre elles avec ces fameux 100 €, on peut imaginer que sur ces 10 personnes, on en a 5 qui sont tous dans la même banque, la BNP. Donc pour elle, il n'y a pas d'échange de monnaie centrale, c'est quasiment instantané. La BNP, elle transfère juste les promesses qu'elle doit faire entre les gens qui sont chez eux. Elles se sont échangées donc 50 €, 5 personnes sur 10 avec ces fameux 100 €. Dans notre économie, il nous reste 50 € et 5 autres personnes qui par contre ont un compte dans une autre banque, la banque B, le Crédit Agricole. Si on imagine que l'argent initial, il part de la BNP vers le Crédit Agricole, il va falloir seulement 50 € d'échange en monnaie centrale vers le Crédit Agricole, puisque l'autre moitié, il reste à la BNP tranquillement. Dans ce cas, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un équivalent de monnaie centrale en monnaie scripturale, puisqu'il y a une partie qui reste dans la banque initiale. D'où le fait que la monnaie centrale, elle représente, entre guillemets, seulement 10% de l'argent dans l'économie. En théorie, la quantité de monnaie centrale dans l'économie ne change quasiment rien pour les banques. Par contre, elles doivent se synchroniser pour prêter en même temps et pour garder un équilibre. La banque centrale, elle est alors utile pour faire les paiements en espèces et pour faire circuler librement les promesses qui sont faites par les banques commerciales. En réalité, les promesses qui doivent être transférées de la BNP vers le Crédit Agricole, elles sont en partie compensées par les promesses qui font le chemin inverse. Par exemple, si c'était 10 millions d'euros qui devaient être transférés, sauf qu'en face, c'est jamais que le BNP qui doit des sous au Crédit Agricole, c'est dans les deux sens, tout le monde est chez un peu tout le monde. Donc imaginons que la BNP doit 10 millions au Crédit Agricole, mais que le Crédit Agricole doit 9 millions à la BNP.
Bah, ils vont pas faire 10 millions, 9 millions. Ils vont seulement trouver les 1 million de différence de promesses centrales qu'ils vont envoyer pour rétablir l'équilibre. Mais si on additionne tous les paiements, on a bien 19 millions d'euros qui au final circulent dans l'économie. 10 millions plus 9 millions, alors qu'au final, il n'y a que 1 million qui a été échangé en promesse centrale. On souffle un peu. Même à expliquer, c'est pas forcément évident parce que c'est surtout sans schéma. Si on récapitule, il y a toujours deux types de monnaie. On a la monnaie scripturale créée par les banques commerciales, la monnaie centrale créée par les banques centrales. En monnaie centrale, on n'a que l'argent liquide, les pièces, les billets. En monnaie scripturale, on a les promesses de nos banques commerciales. Monnaie scripturale, c'est l'argent sur nos comptes. Comme on utilise dans l'économie plus de 90% de monnaie scripturale, donc qui n'est pas physique, on considère que les banques commerciales, elles contrôlent la majorité de la monnaie en circulation. Ces banques, elles sont totalement libres de faire autant de promesses qu'elles le veulent, donc de faire le nombre de prêts qu'elles veulent, à condition qu'elles respectent le fameux taux de réserve obligatoire qui a été fixé par la Banque centrale, s'il y en a un. En Europe, par exemple, c'est 1%. Au Canada, c'est toujours 0%. Pourtant, quand on regarde ça d'un petit peu plus loin, on peut facilement penser qu'en fait, la Banque centrale, elle exerce un pouvoir beaucoup plus important sur la masse monétaire. C'est eux qui décident. Mais dans la réalité, elle contrôle même pas la quantité maximum de promesses que les banques peuvent faire. Comme c'était le cas avec la théorie des intermédiaires, si vous vous souvenez. La Banque centrale, elle est obligée de répondre aux besoins de monnaie centrale, parce que si elle ne le fait pas, tout le système est en danger. Contrairement à l'euro ou à Bitcoin qui sont disponibles en quantité limitée, la monnaie, elle est disponible en quantité illimitée. Et celle qui circule dans l'économie, elle varie en fonction des envies des agents économiques qui ont besoin de plus ou moins de prêts pour financer leurs activités dans l'économie réelle. C'est exactement pour ça qu'on entend très souvent dire que notre système, il est adossé à de la dette. Tout simplement parce que c'est vrai, sans dette, pas d'argent. La dette est obligatoire à l'économie. Et on entend encore plus souvent que l'argent créé par les banques commerciales, c'est de l'argent magique. Et bien ça, c'est techniquement vrai aussi. La monnaie qui arrive sur le compte d'un emprunteur, elle n'existait pas avant qu'il y ait le toc toc toc, bonjour, j'ai besoin d'un crédit. Par contre, elle existe après. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que jusqu'en 2014, personne n'avait vraiment vérifié comment l'argent était créé. On avait la théorie des intermédiaires, la théorie des réserves fractionnaires, ok, mais aucun économiste s'était vraiment penché sur la question avec des essais dans l'économie réelle. Pour eux, c'était pas vraiment la chose la plus importante. Aujourd'hui, cette théorie de la création monétaire ex nihilo, elle est considérée comme étant la vraie, puisqu'une étude a été réalisée par un économiste allemand qui s'appelle Richard Werner, et lui, pour le coup, il avait envie de savoir. Donc il a simulé chaque théorie pour en comprendre comment ça fonctionnait et pour voir si globalement ça marchait, et il a fait le test en pratique. Il a demandé un prêt de 200 000 euros. L'étude en conditions réelles, elle lui a permis de démonter tous les arguments un par un pour arriver à la conclusion suivante. Chaque fois que quelqu'un demande un prêt, que ça soit un particulier, une entreprise, un État, on s'en fout, à une banque commerciale, la monnaie qu'il reçoit est créée à partir de rien. Il a épluché les comptes de la banque, les échanges de la banque, son historique monétaire, mais rien. La monnaie qu'il a reçue, elle est toute nouvelle. Et c'est bien sa banque qui a décidé de la créer. En partant de ce constat, du coup, on peut vraiment dire que ce sont les banques de dépôt qui créent l'argent. Et en vrai, c'est relativement simple à comprendre. Mais ça paraît assez irréel que l'argent soit créé avec du vide. Vous voyez ce que je veux dire? On savait, mais moi j'ai toujours eu en tête qu'il y avait quand même une politique, je sais pas, j'ai jamais... C'est pas très tangible en fait, c'est très obscur je trouve. Mais peu importe comment cet argent il a été gagné, il a été reçu, il vient forcément d'un prêt. Si le podcast était un peu flou, gardez ça en tête, l'argent vient forcément d'un prêt. Il apparaît sous forme de promesse sur notre compte en banque et il a été créé grâce à la planche à promesses. Concrètement, les banques centrales, elles ont quand même beaucoup moins de pouvoir qu'il n'y paraît sur la création monétaire. Elles ne créent pas la monnaie et elles ne contrôlent pas non plus le maximum de monnaie qu'il est possible d'avoir en circulation, puisque comme on l'a vu, les banques commerciales peuvent faire pression sur la quantité de monnaie centrale qui circule dans l'économie, ce qui leur permet de créer plus d'argent. D'ailleurs, si vous voulez voir la quantité d'argent qui circule dans l'économie, vous pouvez chercher M1 Money Supply sur Google, enfin M1, je fais un peu l'américain, vous trouverez ça très facilement. Et ça vous permet de savoir du coup l'évolution de la masse monétaire depuis plusieurs dizaines d'années. La création monétaire, elle est donc initiée par les agents économiques eux-mêmes, puisque c'est eux qui vont demander le prêt. Donc tout part des agents économiques. Derrière, c'est les banques commerciales qui la créent, et le pouvoir dont disposent les banques centrales aujourd'hui, il est principalement politique. Elles peuvent jouer un peu sur les taux d'intérêt directeurs pour plus ou moins inciter les agents économiques à contracter des emprunts.
C'est aussi un sujet qui est très intéressant, qui permet d'avoir une vue centrale sur tout cet aspect de l'économie. Je vais sûrement vous faire un petit podcast dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le sujet de la création monétaire, c'est un domaine qui est en constante évolution et qui est encore très étudié aujourd'hui. Je pense que c'est assez intéressant de suivre ces évolutions pour au moins comprendre d'où vient et comment fonctionne l'outil transactionnel que l'on utilise le plus dans notre vie, à savoir l'argent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Désolé pour le Doliprane, c'est un épisode qui doit faire un peu mal à la tête, mais que je trouve très important, et que si vous le comprenez, vous allez avoir ce « Ah ouais !» qui est très satisfaisant, une fois que vous l'avez compris. C'était Levi, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. À la prochaine les potes.